je suis Sandra Stettler, je suis cofondatrice de l'Institut Cassiopée avec mon mari Olivier. Nous avons créé Cassiopée il y a presque 25 ans. Dans quelques jours, nous allons fêter les 25 ans de Cassiopée. À la base, je suis psychologue clinicienne et rapidement après mon installation, j'ai eu envie de diversifier mon approche avec la sophrologie. J'ai été formée par le professeur Caicedo, puis je me suis formée à d'autres disciplines. Et dans ce parcours, j'ai eu la grande chance de rencontrer la doctoresse Claude Imbert, qui est à l'origine de la création de la sophroanalyse. Et j'ai eu une seconde chance, qui a été non seulement de me former avec elle, mais de faire mon propre travail thérapeutique en sophroanalyse avec cette grande fondatrice. Donc, notre sujet aujourd'hui, c'est la sophroanalyse. L'objectif, c'est de vous présenter ce magnifique outil thérapeutique en vous montrant sa richesse, ses origines et tout ce que l'on peut faire ou espérer faire grâce à cette technique. Pour situer un petit peu le contexte, Claude Imbert, elle était médecin, elle est toujours d'ailleurs à la retraite aujourd'hui. Elle exerçait à l'hôpital à Marseille. Et elle était heureuse dans son travail, dans son métier, qui était un métier utile, mais elle avait toujours un sentiment d'incomplétude, quelque chose qui lui manquait. Alors elle avait fait ses études de médecine, elle avait fait un long travail psychanalytique sur elle, et elle avait ce sentiment de manque, de vide. Elle avait beau travailler, creuser, essayer de voir quelle était l'origine de ce sentiment de vide. Elle n'arrivait pas à trouver la réponse, en tout cas pas de réponse satisfaisante. Et donc elle avait ce sentiment à l'intérieur d'elle qui la parasitait, la polluait et l'interpellait fortement parce qu'elle n'arrivait pas à faire de lien de cause à effet entre des événements qu'elle aurait pu vivre dans l'enfance ou son éducation ou son milieu. Voilà, ça n'avait pas de sens et pourtant c'était là, c'était omniprésent. Alors, dans ses recherches, elle était quelqu'un de très curieux. Elle a commencé par s'intéresser à la sophrologie. Elle s'est formée avec le professeur Caicedo, qui est le fondateur de la méthode, qui est un neuropsychiatre, il est décédé maintenant. Et en travaillant avec la sophrologie, qu'elle a tout de suite intégrée dans sa pratique médicale, elle s'est dit, les états modifiés de conscience, ça peut peut-être permettre d'aller un peu plus loin dans la recherche de souvenirs, de racines, parce qu'on travaille avec un cerveau qui est détendu, qui est en onde alpha, et du coup, c'est vrai qu'on accède beaucoup plus facilement à du contenu inconscient que quand on est dans le verbe, dans la parole, comme on peut l'être en psychanalyse ou en thérapie classique. Donc ça, c'est une première piste pour elle, et elle commence à se dire, avec ces états modifiés de conscience, avec cet état alpha que je vais obtenir par une détente, comme on le verra plus en détail tout à l'heure, je vais peut-être avoir accès à des clés que je n'ai pas pu avoir en étant dans le verbal. Donc elle part avec cette idée, elle commence à travailler ces états modifiés de conscience sur elle-même, puis elle les présente et elle les propose à sa clientèle, et elle se rend compte qu'effectivement, juste en faisant une détente complète du corps avec de la respiration, en relâchant, il y a des souvenirs qui remontent, qui sont souvent lointains, que la personne pensait classés, perdus, on ne sait où dans le magma neuronal, et que tout ce contenu est effectivement beaucoup plus proche du conscient que lorsqu'on est dans le verbal. Mais elle se dit, d'accord, s'il y a des images qui remontent, s'il y a des souvenirs, s'il y a... Comment je vais traiter ce sujet? En tant que médecin, je n'ai pas d'outils spécifiques pour le faire. Donc là, elle décide de s'intéresser à l'analyse transactionnelle, qui est une méthode de thérapie brève créée par Eric Berne dans les années 70. Et en étudiant l'analyse transactionnelle, elle se dit peut-être que ce cadre théorique pourra me servir de cadre d'analyse par rapport à tout ce que je vais pouvoir collecter comme matériel informatif par rapport aux histoires de vie des personnes qui viennent me consulter. Donc elle commence à faire un petit mix, vous voyez, sophro pour aller chercher les infos, analyse transactionnelle pour comprendre ces infos, pouvoir les traiter, pouvoir donner du sens. Dans les premiers temps, elle n'a pas l'idée de travailler sur l'intra-utérin. Elle a l'idée de travailler sur le vécu de la personne, avec cette combinaison. Et puis, de fil en aiguille,
elle se rend compte, elle se pose la question, mais d'où viennent nos racines psychologiques, d'où viennent nos premières empreintes? Est-ce qu'elles commencent à impacter notre psyché après la naissance, pendant la naissance, dans l'intra-utérin, avant la rencontre de l'ovule et le spermatozoïde? Elle se pose toutes ces questions et elle se dit, ça serait bien, je pense, d'aller voir ce qui se passe dans l'intra-utérin. C'est une hypothèse de travail, bien sûr. Elle ne sait pas ce qu'elle va y trouver et elle décide d'être son propre cobaye. Donc, elle s'applique en fait un premier protocole qu'elle met au point où, avec la détente, on alpha au niveau du cerveau, je redescends dans l'intra-utérin et par la visualisation, je vais essayer de voir, sentir qu'est-ce qui s'est passé pendant que moi, Claude, j'étais dans le ventre de ma maman. Et elle démarre le voyage en disant on va remonter au plus lointain. Donc le plus lointain, ça va être le moment où l'ovule et le spermatozoïde se rencontrent. Et en faisant sa propre visualisation, elle arrive à avoir tous les ressentis de l'ovule, tous les ressentis du spermatozoïde, et elle est surprise d'avoir une mémoire aussi vive, aussi présente des années après les événements. Et surtout, elle est surprise parce que le ressenti qu'elle a n'est pas un ressenti mental et n'est pas en lien avec ce que ses parents ont pu lui raconter sur est-ce qu'elle était désirée, pas désirée, est-ce qu'elle arrive au bon moment ou pas au bon moment. Pas du tout, mais en lien avec du ressenti corporel. Elle ressent corporellement, sans passer par le mental, l'état dans lequel est cet ovule. Est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il est confiant? Est-ce qu'il a un désir fort? Est-ce qu'il se protège? Est-ce qu'il appelle le spermatozoïde? Elle est rationnelle, elle est médecin. Donc, si vous voulez, dit comme ça, on se dit, c'est quoi cette histoire? On va quand même la continuer. Et elle perçoit la même chose pour le spermatozoïde. Est-ce que le spermatozoïde est heureux d'être là? Est-ce qu'il a envie de s'unir avec l'ovule, de donner naissance à une première cellule qui donnera naissance à un être qui sera elle, finalement? Tout est là. Elle poursuit le chemin, elle voit cette rencontre, elle voit tout de suite que la première division, c'est l'ovule et le spermatozoïde se rejoignent. Il y a une première cellule qui est créée et cette cellule va se diviser en deux, puis en 4, en 8, etc. Elle se divise en deux et là, il n'y a pas une seule cellule, c'est-à-dire elle, mais il y a une autre cellule. Ça veut dire qu'elle avait un jumeau. Donc ça, c'est le deuxième choc, si je puis dire. Un jumeau. Ces deux jumeaux commencent à voyager dans la trompe. Et puis, elle se distancie. Elle perd son jumeau. Son jumeau n'a pas suffisamment d'énergie pour pouvoir poursuivre le voyage. La poursuite du voyage, c'est tout le voyage dans la trompe. On arrive à la sortie de la trompe, pouf, on plonge pour aller s'accrocher dans l'utérus. On se nide, on se met bien au chaud dans cette muqueuse utérine et on y grandit, etc. Mais dès le départ, ce deuxième œuf qui est derrière elle n'arrive pas à suivre. Donc ça veut dire que à l'origine, il y avait Claude et il y avait une autre cellule destinée à donner un autre être humain, et que cette seconde cellule n'a pas pu poursuivre le voyage. Et très très vite, dans ce cheminement dans la trompe, elle contacte un sentiment de culpabilité, et un tout petit peu plus loin dans la visualisation, cette sensation de vide qu'elle avait à l'intérieur. Et donc là, elle comprend qu'en fait, elle a eu un jumeau, qu'ils étaient deux au départ, que très rapidement, elle a perdu ce jumeau, et que ce sentiment d'incomplétude, ce sentiment de vide, ce sentiment qu'il lui manquait toujours quelque chose ou quelqu'un, était lié à ce départ qui s'était fait à deux et qui, en quelques jours, s'était réduit à un. Avec toute la culpabilité, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il est parti? Pourquoi il ne m'a pas suivi? Est-ce que je suis responsable d'eux? Et ce fond, du coup, de culpabilité, de vide qu'elle avait depuis des années et des années. Et donc là, elle se dit, c'est incroyable cette histoire. Comment le corps, comment la mémoire fonctionne, comment est-ce possible d'avoir un souvenir aussi précis et que ce même souvenir, dans mon quotidien, je puisse le revivre
sans pouvoir faire de lien de cause à effet, mais là, je le retrouve brut, à l'état initial. Ça va énormément la chambouler, énormément l'interpeller, l'interroger, et elle va se dire, on va poursuivre le chemin. Donc elle va faire tout ce cheminement pour elle-même, tout son vécu intra-utérin, et découvrir toutes les bases et toutes ses hypothèses de travail à travers sa propre auto-sophro-analyse. Mais c'est une scientifique, c'est un médecin hospitalier, d'accord, elle fait des études de médecine, elle fait un concours, donc il faut que ça ait du sens, il faut qu'elle puisse objectiver ce qu'elle a vécu, et elle se dit, ben, maintenant que je l'ai vécu pour moi, je vais mettre au point un protocole pour mes patients, et je vais le proposer à plein de personnes, plein de patients, plein de consultants, pour voir si on retrouve la même chose. Peut-être que je me suis fait un film dans ma tête, vous voyez, peut-être que tout ça, ce n'est que le pur produit de mon imagination, ou le désir de vouloir enfin trouver une réponse à cette question omniprésente dans ma vie. Donc elle ne s'arrête pas là. Elle prend des clients, des patients au départ, parce qu'elle était encore médecin. Ensuite, elle a quitté la médecine pour n'exercer que la sophroanalyse. Donc là, elle parlera de clients. Mais elle va avoir des centaines de cas avant de se dire, ok, ce que moi j'ai vécu n'était pas le fruit de mon imagination. Ok, il y a quelque chose à faire avec ce vécu intra-utérin. Ok, je vais continuer à étudier l'analyse transactionnelle, les états modifiés de conscience, la PNL, d'autres approches pour pouvoir traiter ce matériel informatif et pouvoir le transformer. Donc l'histoire de la sophroanalyse, elle est directement liée au vécu de Claude Imbert et à une question existentielle, fondamentale qu'elle s'est posée au départ. Donc, sophroanalyse. Au départ, elle ne sait pas quel nom elle va donner à cette méthodologie, comment l'appeler, ce que c'est exactement. Mais comme elle utilise deux grandes approches qui sont la sophrologie et l'analyse transactionnelle, elle décide de l'appeler tout simplement sophroanalyse. La sophroanalyse, elle va couvrir une période de vie très spécifique. Elle part depuis la rencontre des parents. Après, on arrive au désir d'enfant, l'histoire du couple, à quel moment ce désir de grossesse est apparu. Parfois, il n'y a pas de désir conscient, hein, c'est un enfant qui arrive par surprise, voilà, non désiré, entre guillemets. Et après tout le parcours de cette première cellule, cette rencontre fondamentale entre l'ovule, le spermatozoïde, la première cellule, la division cellulaire, on suit toutes les étapes du développement. Bien sûr, elle est médecin, donc suivre les étapes du développement, c'est en lien avec le développement intra-utérin. C'est quelque chose qu'elle connaît très bien et qui ne lui pose aucun problème au niveau du cadre, jusqu'à ce grand moment qui est la naissance. Et elle va continuer à explorer le champ de la sophroanalyse jusqu'à à peu près l'âge de 1 an. Donc, on s'occupe d'une tranche de vie spécifique depuis la rencontre entre les parents jusqu'à à peu près l'âge de 1 an de ce bébé. Voilà. Le champ est très clairement défini. Alors pourquoi cette période? Déjà, elle se rend compte que la rencontre entre l'ovule et le spermatozoïde est un temps très important. Et c'est un temps aussi qui est corrélé avec l'histoire de ce couple. Ces deux personnes se sont rencontrées dans des circonstances lambda, précises. Et il y a eu un sentiment qui est né ou pas, parce qu'elle a vu aussi des personnes qui étaient le fruit d'unions imposées ou d'unions illégitimes, ou bien sûr, elle a eu tous les cas de figure à traiter, à accompagner. En tout cas, il y a un début d'histoire avec une rencontre entre deux personnes. Et puis, cette histoire, elle va être racontée à ce bébé, à cet enfant, à cet ado plus tard, etc. Et elle se rend compte, première surprise, c'est que souvent, on lui a dit, par exemple, à cet enfant, « Ah, ta maman, elle voulait absolument des enfants, par contre, ton père lui a un petit peu forcé la main, ou l'inverse. » Et quand on arrive sur cette visualisation de rencontre entre l'ovule et le spermatozoïde, le ressenti des cellules est souvent l'inverse de ce qui a été raconté dans le roman familial. Ce qu'on appelle le roman familial, c'est l'histoire telle qu'elle est transmise aux enfants. Donc, gros choc.
Parce que si quelqu'un pense depuis toujours qu'il était désiré par sa mère, mais que son père n'avait pas très envie, et que tout d'un coup il arrive sur cette image dans l'intra-utérin où l'ovule est plutôt fermé, crispé, un peu défensif, un peu recroquevillé, et le spermatozoïde, au contraire, est tout joyeux, en train de sauter partout et en train de dire « mais moi j'y vais, moi je veux un enfant, etc. » Et quand on vous a toujours dit « mais ton père, c'est normal que tu n'aies pas de bon rapport avec ton père, il ne t'a jamais désiré », vous voyez, ça fait un choc émotionnel important. Et en fait, dans la sophroanalyse, on va confronter la mémoire du corps au roman familial. Alors on m'a dit que j'étais désirée ou que j'étais pas désirée. Voilà. On m'a dit que je suis arrivée par surprise ou pas par surprise. Ma mère ne savait pas qu'on était deux. Finalement, on était deux. Peut-être qu'on était trois. Vous voyez, donc il y a plein... C'est un voyage avec plein d'imprévus et surtout plein de conscientisation et un écart souvent important entre ce que l'on sait de sa propre histoire et ce qui s'est réellement passé. Ce n'est pas que les parents veulent absolument raconter quelque chose de faux, c'est juste que consciemment je peux avoir un désir d'enfant et inconsciemment une grande peur d'avoir des enfants. Consciemment je peux dire je désirais un garçon et inconsciemment avoir attiré une fille. Donc c'est ce décalage entre le conscient et l'inconscient qui fait que parfois l'histoire que l'on va retrouver dans l'intra-utérin n'est pas tout à fait la copie conforme de l'histoire qu'on attendait, même voire souvent c'est l'inverse. Donc en sophroanalyse, on a beaucoup de remontées émotionnelles, quelque chose qui touche beaucoup les clients, et c'est pour ça qu'elle va décider de faire travailler les personnes en sophroanalyse au sol, sur un futon, pas sur une table ou sur un plan surélevé, parce que comme c'est le corps qui parle, par exemple au moment de la naissance, les personnes souvent elles sont sur leur futon et le sophroanalyste va donc se mettre par terre pour être proche de la personne sans la toucher puisqu'on ne travaille qu'à la voix, on guide comme en sophrologie avec la voix, mais en étant en proximité et là la personne va se mettre à se contorsionner ou à se convulser, vous voyez, à avoir des mouvements quand on a vu un bébé naître ou on a vu des filles ou autres, on reconnaît totalement ces mouvements et la personne ne se dit pas là je vais faire les mouvements de ma naissance, c'est juste que la mémoire corporelle s'active grâce au protocole de Claude et du coup elle s'exprime tout simplement sans passer par le mental. Du coup là aussi vous avez des personnes marquées sur leur carnet de santé que la naissance est très bien passée, rien à signaler, tout va bien, et quand elles revivent la naissance c'est l'enfer. Elles se sont sorties avec le cordon comme ça, elles ont cru qu'elles allaient mourir, elles sont toutes rouges. Le roman familial ne peut pas forcément être exact, dans le sens où médicalement, oui, la personne, ce bébé, il a la nappe Gardis, il n'a pas été cherché avec des ventouses ou une césarienne, donc il est né normalement, cliniquement parlant, médicalement parlant. Mais psychologiquement et corporellement, ça peut être une autre histoire qui n'est pas visible à l'œil nu. Et puis ce bébé, il n'a pas les mots pour dire « Oh là là, c'était difficile là-haut, je vais me pendre ». Donc forcément, tout ça par contre s'imprime dans le corps. Nous sommes des êtres de mémoire. Et en sophroanalyse, on le conscientise particulièrement. Les êtres de mémoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons 3 systèmes mémoriels dans le corps. Notre inconscient, qui stocke tous nos souvenirs. Ça, c'est au niveau du cerveau, au niveau mental. Notre corps émotionnel, dans le corps énergétique, dans l'aura, qui est près là, et notre peau. Donc notre peau est un champ mémoriel extraordinaire dans lequel chaque millimètre raconte notre histoire, engramme notre histoire. Pas seulement notre histoire, parce que dans notre corps, nous avons notre histoire personnelle, bien sûr, mais nous avons aussi notre histoire familiale, toute l'histoire de nos ancêtres, tout notre transgénérationnel. Et comme nous sommes dans une espèce, qui est l'espèce humaine, notre histoire engrammée dans notre peau, dans notre corps émotionnel et dans notre mental, elle remonte jusqu'à notre bonne copine Lucie, qui pour l'instant est la plus ancienne à avoir été découverte. Mais voilà, si un jour on découvre quelqu'un de plus ancien et de plus parlant que Lucie, eh bien on ira jusque-là. Donc on a une mémoire colossale, une mémoire collective, une mémoire familiale, une mémoire personnelle. Et toute cette mémoire, quand on passe en état modifié de conscience, donc le cerveau
grâce à la détente, à la respiration, passe en onde alpha, sur les ondes de détente, objectivables, eh bien, on accède très facilement à cette mémoire. Et ça, c'est ce qu'elle va découvrir. Et elle va découvrir aussi quelque chose qu'on sait aujourd'hui et qui est prouvé par les neurosciences, c'est que cette mémoire, elle reste vive, elle est intacte. C'est-à-dire que quand on mémorise un événement, même un événement aussi lointain que la rencontre entre nos parents ou la rencontre entre l'ovule et le spermatozoïde, tout ce qui se passait à ce moment-là, la température qu'il faisait, le climat, les émotions de mon père et de ma mère, la qualité de cette relation sexuelle, etc., tout ça a été stocké brut. Donc tout est là. Et c'est assez surprenant de le vivre corporellement. C'est-à-dire que cette mémoire, elle s'active surtout par rapport à notre système mémoriel corporel plutôt que par rapport à notre système mental. Alors pourquoi? Parce que si vous prenez une cellule, ce qui l'entoure, c'est une membrane. À l'intérieur, vous avez tout ce qu'il faut, différents contenus. Cette membrane, en fait, c'est elle qui au départ va engrammer la mémoire. Donc, cette enveloppe. Au départ, il y a une membrane, celle de l'ovule, qui est une énorme cellule, et une petite membrane avec le spermatozoïde, qui va avoir la politesse de laisser son véhicule de locomotion, le flagelle, à l'extérieur. Il rentre sans chaussures, okay. Et à ce moment-là, il passe cette membrane, il rentre et il fusionne. Mais ce sont deux membranes qui vont venir corps à corps, si je puis dire, au contact, et qui vont fusionner au niveau des noyaux. Donc on est sur de la peau, on est sur de la membrane, vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas sur du muscle, on n'est pas sur du tendon. On est dans l'histoire, elle commence avec ces membranes, ces enveloppes cellulaires qui se rencontrent. Et dans ces enveloppes, eh bien, il y a cette possibilité de fusionner. Et après, bien sûr, ici, on a le matériel génétique de ce spermatozoïde, le matériel génétique de l'ovule. Ça se mélange, ça donne une nouvelle cellule. Et après, si les conditions sont réunies, eh bien, l'aventure va démarrer. Cette aventure n'est pas si simple, en fait, au niveau neurophysiologique. Parce que si on réfléchit bien, il n'y a pas beaucoup de jours dans un mois, dans un cycle menstruel, où cet ovule et ce spermatozoïde peuvent se rencontrer. Et puis, pour qu'ils puissent se rencontrer, il faut que les ovules aient été propulsés, d'accord, grâce aux hormones, à un endroit précis, qui est le quart supéro-externe de la trompe. Si ça va trop loin, ça sort de la trompe, il n'y aura pas de possibilité de rencontre. Si ça ne va pas dans le quart supéro-externe, les spermatozoïdes n'auront pas forcément la possibilité d'arriver plus loin, parce qu'ils arrivent avec du carburant, mais il en reste un tout petit peu dans le réservoir. Donc, c'est quand même magnifique cette histoire de vie. Il faut que l'ovule ait été expulsé au bon endroit, au bon moment. Il n'a que très peu d'heures de survie, 48 heures, voilà, après, il est là, mais il est mort. Les spermatozoïdes, ils ont fait un parcours équivalent de 10 000 km à contre-courant entre l'éjaculation, le moment où ils se retrouvent au niveau du col avec la glaire cervicale qui s'est bien ouverte pour les laisser passer, et je monte, mais je monte à contre-courant parce que les flux liquidiens de la trompe, ils vont dans l'autre sens. Donc moi j'arrive comme ça, et j'arrive sur une mer déchaînée, donc il y en a des millions qui meurent. Ceux qui arrivent, ce sont les warriors, toniques, ceux qui avaient le meilleur véhicule, la meilleure énergie, qui sont hyper déterminés, décidés. Et c'est pas fini, c'est que quand ils arrivent ici, notre reine, l'ovule, elle a une antichambre. Là, comme ça. Et dans cette antichambre, elle va accepter quelques spermatozoïdes, 7, 8. Il était plusieurs millions au départ. Donc c'est une véritable hécatombe, c'est un holocauste. D'accord? Parmi ces 7, 8, que va faire cet ovule? Il va en choisir un. Et il va en choisir un sous quel critère? Le critère de
quel est le sexe de l'enfant que je souhaite? Moi, j'ai du matériel génétique, je suis une cellule féminine. Mon matériel génétique, il ne transmet que du X. Mais monsieur, ici, il a du X, Y. Donc on a toujours dit que le sexe est déterminé par le spermatozoïde. Oui, dans le sens où il n'y a que le spermatozoïde qui peut donner du Y et donc un garçon. Mais non, parce que c'est l'ovule, l'ovocyte, qui décide s'il veut attirer un spermatozoïde qui porte du X ou un spermatozoïde qui porte du Y. Alors moi je suis, là je vous ai fait le combo, mais moi je suis, on va aller chercher la gomme, c'est mieux. Moi je suis X, lui il est Y. Si on met X et Y, ça va donner un garçon. Et effectivement, il n'y a que le spermatozoïde qui peut donner du Y. Et si j'attire un spermatozoïde qui porte du X, ça va donner du XX, ça sera une fille. Et c'est moi, ovule, qui choisit si j'attire du Y ou du X. Donc finalement, l'histoire commence déjà par la mère, la future mère, a décidé, souvent inconsciemment, parce que souvent vous avez des femmes qui disent « j'ai déjà 3 garçons, je voudrais absolument une fille ». Ça, c'est au niveau conscient. Et en fait, au niveau inconscient, le 4e arrive, c'est encore un garçon. Alors on peut faire des régimes, on peut faire plein de choses, hein, mais en fait, il y a ce décalage entre le conscient et l'inconscient. Pourquoi cette femme inconsciemment veut plutôt une fille ou un garçon? Ça, c'est souvent dans l'histoire familiale, c'est souvent dans le transgénérationnel, c'est souvent une nécessité pour le clan qui est là, que ce soit plutôt une fille ou un garçon, et c'est au niveau inconscient, et c'est au niveau de l'inconscient familial ou sociétal dans certaines cultures, où par exemple il faut avoir un garçon pour reprendre le nom, reprendre la ferme, transmettre le nom, des choses comme ça. Donc, il y a plein de paramètres, hein. Mais en tout cas, l'ovule attire un X ou un Y, un spermatozoïde. Celui-ci va donc se déchausser dans l'antichambre de la reine, perdre son flagelle, enlever aussi le petit capuchon de protection qu'il avait, parce que quand même il a lutté contre des vagues de 7 mètres sur 10 000 km, donc il était équipé pour. Il enlève son casque, il enlève son véhicule et il rentre à nu. Et voilà, il faut qu'il soit arrivé à temps, il faut que l'ovule soit encore vivant, il faut que ce soit au bon endroit, au bon moment. Et là, le miracle de la vie se produit. Et à partir de là, si tout va bien, s'il n'y a pas de problème dans le brassage des chromosomes entre cet ovule et ce spermatozoïde, eh bien cette cellule va se diviser en 2, puis encore, en 4, etc. On va donner une petite mûre qui s'appelle une morula, parce que ça ressemble vraiment à une mûre au bout de quelques jours. Et cette cellule, hein, ce nouvel être en création, roulé dans les flux liquidiens de la trompe, c'est vraiment un roulé. Hein. Imaginez, il y a un petit tapis roulant, c'est la muqueuse des trompes, c'est comme un petit tapis, tout. Et puis des flux liquidiens, la mer, qui emmène en fait cet œuf en le roulant. Et alors, à sa grande surprise, qu'est-ce qu'elle voit, Claude? C'est que quand elle fait sa sophrolalie sur elle et sur ses premiers clients, ils ont cette sensation de mal de mer, d'être roulés. Et ils sont au sol, ils vont faire des mouvements comme ça. Ils reproduisent, alors que souvent ils ne le savent même pas que ça se passe comme ça. Vous voyez, elle leur a expliqué tout ce que je suis en train de vous partager. Et dans le corps parle parce que je suis en état modifié de conscience, hop, je me mets à rouler. C'est pour ça qu'on pratique par terre. Parce qu'il y a tous ces mouvements qui ont eu lieu dans l'intra-utérin, que le corps a mémorisé dans ce triple système mémoriel, et du coup, ça va se revivre, se rejouer sous vos yeux. Et sans que la personne puisse dire « arrête de rouler » ou « je ne veux pas aller dans ce mouvement ». Ce n'est pas quelque chose que je mentalise, c'est mon corps qui revient dans la situation, et comme la mémoire est brute, comme on le disait,
eh bien j'ai dans cette mémoire brute engrammé ce roulis. Du coup, vous me laissez accéder à la mémoire grâce à un protocole de descente en état modifié de conscience, je retrouve le roulis. Si ça tanguait pour moi, si j'avais le mal de mer en tant que cellule, je retrouve ce mal de mer. C'est très, 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 très précis. C'est ça qui est impressionnant. C'est pour ça que je vous donne ces exemples. Donc, on va suivre tout ce parcours. Et dans ce parcours, avant de le démarrer, on fait un focus sur que ressent l'ovule avant que le spermatozoïde la rejoigne. Que ressent ce spermatozoïde, parfois dans les derniers mètres ou quand il est déjà dans l'antichambre. On peut aussi faire focus sur ceux qui sont restés à la périphérie, qui ont fait les 10 000 km, qui se voient refuser l'entrée dans l'antichambre. Quelle frustration, n'est-ce pas? J'ai fait 10 km au péril de ma vie et la porte est close, je ne peux pas rentrer. Et puis parfois ils arrivent et l'ovule est mort, donc il n'y a pas de porte ou pas de porte, c'est juste que c'est trop tard. Tout ça pour rien, comme on dirait. Voilà. Donc, on a toutes ces impressions, on a tout ce rouler, et puis on arrive à un autre moment très intéressant, c'est vous avez les trompes, donc d'accord, le petit tapis muqueux, les flux liquidia, l'œuf qui roule, et à un moment, il va tomber. Tomber au sens propre du terme. Se lancer dans le vide avec plus ou moins de confiance, pour être accueilli ici par la muqueuse utérine qui entre-temps s'est préparée, s'est spiralée, s'est agrandie pour justement être ce tapis qui va permettre à cet œuf d'être recueilli, accueilli. Bien sûr, si elle ne s'est pas assez spiralée, ben, l'œuf il saute, il ne s'accroche à rien, c'est terminé. Il y a eu un début de vie, il y a eu un début de grossesse, mais ça s'arrête. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cet œuf, il a un temps limité pour faire ce parcours et pour faire son saut. Et Claude Imbert va découvrir quelque chose d'incroyable à ce moment-là. C'est que toutes ces sensations de mouvement que l'œuf, en train de se diviser, a dans la trompe, va donner un rapport au mouvement de la personne. Elle l'a bien vécu ou mal vécu, elle sera OK pour bouger, elle aura besoin de bouger ou pas besoin de bouger. Corporellement, ça lui a donné cette notion. Il y a une autre notion qui s'est engrammée tout de suite, c'est la notion de temps. Cet œuf, il a 7 jours pour arriver ici, plonger, se ventouser à la muqueuse et commencer à la grignoter pour se nider, faire un petit nid à l'intérieur et pouvoir du coup se développer. Donc notre rapport au temps, il a ses racines dans l'intra-utérin. Alors ça va nous rappeler plein de choses, les gens qui sont en avance, les gens qui sont en retard, les gens qui ne supportent pas de vieillir, les gens, vous voyez, tout ce rapport, on peut se dire, il s'établit, il apparaît au fur et à mesure qu'on vit notre vie d'adulte. Oui, bien sûr que ce que l'on vit en tant qu'enfant, adolescent et adulte va patiner tout ça, mais les racines, et c'est là qu'elle se rend compte que une grande majorité de nos racines psychologiques, en fait, vont trouver leur naissance là, dans cette période, depuis la rencontre des parents jusqu'à 1 an. Ce qui veut dire qu'en sophroanalyse, qu'est-ce qu'on va faire si on fait un petit focus là, mi-parcours? On va permettre à la personne de revivre tout ce grand parcours, étape par étape. On ne le fait pas en une fois, bien sûr. À chaque séance, on avance un petit peu plus, on fait des focus, voilà. Mais l'idée, c'est de partir ce grand voyage, de le démarrer à la rencontre des parents et de terminer, grosso modo, quand l'enfant a 1 an. Et on va retrouver toutes les racines psychologiques qui constituent cette personne, qui sont dans sa psyché et qui expliquent ses comportements. Ça, c'est sa première découverte. Se rendre compte que les racines sont là. Et après, elle se dit, d'accord, les racines, elles sont là. Mais qu'est-ce qu'on fait si j'ai une racine qui est à l'origine de mon tableau clinique ou de mon sentiment de vide? Ou est-ce qu'on peut corriger cela? Est-ce qu'il serait possible de revenir sur ces instants, de refaire focus avec ce voyage, d'accord? Et de venir finalement réinformer cet œuf, cet embryon, à quelle période on se trouve.
Et elle va du coup orienter ses recherches vers cette deuxième partie qui est après l'exploration, le voyage, comment réinformer pour pouvoir du coup changer. Et qui va-t-on réinformer? Comment va-t-on réinformer? Quelle forme ça peut prendre? Donc là, une fois, elle est médecin, donc elle connaît très bien le développement, l'embryogénèse, l'embryologie, le développement de l'enfant, etc. Qu'est-ce qui se passe? C'est que quand nous sommes, que ce soit dans l'intra-utérin, donc un fœtus, un bébé, dans la petite enfance, jusqu'à l'âge de 12 ans, qui est un âge où le corps mental va plus commencer à se développer et aller vers le mental d'un adulte, tout ce que cet œuf, ce fœtus, etc. va vivre est traité en mode binaire. Toutes les informations, toutes les émotions, tous les mouvements, tout ce qu'il perçoit, ce qu'il entend, ce qu'il sent, ce qu'il mentalise, c'est en mode binaire. Donc chaque information, le mode binaire, c'est du mode 0-1. C'est blanc, noir. J'accepte, je refuse. T'es gentil, t'es méchant. C'est bien, c'est mal. C'est ça le mode binaire. C'est le mode qu'on utilise en informatique aujourd'hui, mais qui existe depuis Lucie, chez l'être humain, et qui dirige, pilote le mental du petit. Donc, elle trouve ça super intéressant parce que, imaginons une empreinte. On va au tout début de l'histoire. Il y a le l'ovule et le spermatozoïde qui se rencontrent et je me rends compte que j'ai une empreinte, une première empreinte qui est non désirée. Voilà. Mes parents me l'avaient raconté, vous dit le patient, je suis un accident de parcours, comme beaucoup de personnes sur cette jolie planète bleue. Ok, c'est pas un scoop en soi, sauf que le non désiré absolu n'existe pas. C'est ce que va découvrir Claude Imbert. C'est que si il y a un non désiré chez l'ovule et un non désiré chez le spermatozoïde, ah ben, rien ne se passe. D'accord? Ils passent leur route chacun, ils meurent tranquillement. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a forcément un des deux qui avait un désiré inconscient. Alors, bien sûr, on lui a tout de suite dit, mais attendez, vous plaisantez. Un enfant du viol, comment il peut être désiré? Alors, sur le moment et dans ce qui se passe consciemment, il n'y a pas de désir, mais à un niveau plus profond, à un niveau inconscient, l'un des deux, le violeur ou le violé, la violée en général, dans ce cas de figure, avait ce désir d'enfant. Sinon, il n'y a pas de possibilité de rencontre. Alors ça va lui valoir des attaques considérables. Comment peut-on dire à un enfant du viol qu'il était désiré? Vous voyez, je prends cet exemple parce que c'est celui qui est peut-être le plus parlant. Elle a découvert ça dans les années 95. Et des années plus tard, c'est environ 2010-2015, on s'est rendu compte qu'effectivement, au niveau chimique, il se passait quelque chose de très précis qu'on est capable d'objectiver. Donc là, je vous parle de tissus, de protéines, on est dans la matière, d'accord? Quand l'ovocyte est là et qu'il décide d'attirer du X ou du Y, qu'est-ce qui se passe? Il va émettre une chaîne protéinée, et cette chaîne protéinée n'est pas la même au niveau des séquences de protéines s'il veut attirer du X ou du Y. Donc il y a bien un choix qui se traduit de façon physique, objectivable scientifiquement. Aujourd'hui, on connaît parfaitement la séquence qui attire du X et celle qui attire du Y. Et donc, on a la preuve biologique, médicale, scientifique du fait qu'effectivement, s'il y a eu cette rencontre, s'il y a eu un début de vie, le non désiré absolu dont nous parlent très fréquemment nos patients n'existe pas. Il y a un non désiré, certainement, peut-être, l'une des deux cellules, et on va le retrouver quand on fait les visualisations. Il y en a au moins un des deux qui avait un désir assez fort pour forcer le non-désir de l'autre. Quand je dis forcer,
C'est que la vie, le désir de vie, a pris le pas sur la peur ou sur je ne suis pas sûre de vouloir un enfant ou je suis un peu en hérisson parce que j'ai des problèmes avec les hommes donc je ne veux pas qu'ils m'approchent ou des choses comme ça. Vous voyez? Mais, puisque vous êtes là, dit-elle à ses patients, c'est que vous ne pouvez pas être un non désiré pur. Là aussi, elle a été très attaquée sur cela. Pourquoi elle a dit ça? Parce que sur les centaines de cas qu'elle a traités, accompagné une centaine de personnes, elle l'a constaté. Et aujourd'hui, on lui donne largement de raison. Donc je reviens à mon non désiré. Souvent, quand un client vous raconte son histoire, ça commence par « vous comprenez, moi je me sens pas bien, je vais dépression, parce que je sais bien d'où ça vient. J'étais non désirée. » Je vous rappelle que c'est toujours la faute des autres. D'accord? Si je ne vais pas bien, c'est de votre faute, on est OK. Entre en point de base. Point de départ de tout travail thérapeutique. Donc, non désiré, d'accord, peut-être que ma mère ou mon père, l'un des deux, ne me désirait pas. Pas forcément celui qui m'a raconté l'histoire familiale. Cette information, je la traite mentalement. Je suis une petite morue-là, poussée dans la marée de la trompe. Si je prends mon non désiré en mode 0, ça veut dire que j'accepte, je me dis, ok, je suis non désiré, je prends cette empreinte, je prends ce fait que j'ai ressenti et je le fais mien. Mais comme mon mental me propose du binaire, je peux très bien aussi me dire que je vais commencer à non désirer. C'est quoi l'histoire? Moi, non désiré. Et je passe de l'autre côté. Si je me positionne dans je suis non désiré, j'ai pas de chance, les parents ne veulent pas de moi, qu'est-ce que ça va donner à votre avis? Quel va être l'impact de cette empreinte? Ça va pas marcher. Oui, je suis une victime, Oui, j'ai pas de chance, manque de responsabilisation, j'arrive pas à prendre ma place, à trouver ma place, problème d'identité, vous voyez? Parce que je pars sur cette base psychologique de non désiré. Et j'accuse mes parents de ne pas m'avoir désiré. C'est eux qui sont responsables. Mais j'aurais très bien pu prendre le contre-pied. Comment ça, je suis non désirée? Quelle blague! Vous allez voir un peu. Et là, quel va être l'effet en fait de ce non désiré? Ça va donner quoi au niveau du tempérament, au niveau... Le contraire. Le contraire. Un leader, quelqu'un qui va de l'avant, qui se fait remarquer, etc. Donc, Claude découvre quelque chose de super important pour comprendre le fonctionnement psychique de l'être humain. C'est que nous ne sommes pas le fruit des événements qui s'est passé. Je suis un enfant du viol, par exemple. Dira telle personne, d'accord? J'ai été non désirée. J'ai été conçue dans des circonstances dramatiques. Ok, ça c'est le contexte. Il y avait un non désiré chez l'un de mes deux parents. Et chez les enfants du viol, on ne trouve pas forcément du non désiré. Mais peu importe. Moi, j'ai pensé pendant souvent de par le contexte. Et après, je ne suis pas le fruit de ce viol, oui, techniquement. Mais psychologiquement, je suis le fruit du choix que j'ai fait inconsciemment par rapport à ce non désiré. Donc, si je suis partie ici et du coup, je suis introvertie, je culpabilise pour tout, je me dis, j'ai pas le droit d'exister, je suis un suiveur, je suis timide, etc. C'est le choix que j'ai fait qui m'amène sur cette ligne-là. Mais je peux très bien également faire un autre choix. Alors, comment je fais? Voilà. Et de l'autre côté, ça va donner extraverti, leader, etc. Ici, j'ai des problématiques de place. Ici, je n'en ai aucune. Donc, que nous dit Claude? Elle nous dit, je ne suis pas le produit
de mes parents dans le sens des événements. Je suis bien le produit d'un ovule et d'un spermatozoïde qu'ils ont eu le bonheur ou le plaisir, ou en tout cas qui m'ont donné et qui m'ont créé. Mais je suis le produit, par rapport à toutes mes empreintes intra-utérines, de mes propres choix inconscients. Qu'est-ce qui fait que cette première cellule va plutôt avoir tendance à choisir et à vivre tout ce qui va se passer par la suite en mode 0 ou en mode 1? C'est le tempérament que va avoir ce futur bébé. Tout est déjà là. Et en fonction de mon tempérament, je vais avoir plutôt tendance à être ici ou à être là. Donc, elle se rend compte aussi que finalement, cette façon de voir le monde, la personnalité, elle n'arrive pas après la naissance, elle n'est pas moulée par l'éducation. Elle est déjà là. Et comment on peut faire le lien entre la personnalité de la personne qui vient consulter et ses choix? Parce qu'en fonction du cocktail de structure de personnalité qui la constitue, elle va plutôt faire des choix mode 0, mode 1. Et du coup, les incidences de tout ce qu'elle a vécu du roman familial sont très très différentes. Mais elle n'est pas le produit direct de ce roman familial. Elle est le produit de ce qu'elle en a fait, elle. Donc, rien ne sert d'accuser les parents et Pierre-Paul Jacques. C'est la conclusion à laquelle arrive Claude. Et elle se dit, ok, alors, cette personne a été non désirée. Du coup, elle a traité le sujet en mode 0. Ça, comment on va pouvoir savoir si elle a traité en mode 0 ou en mode 1? Elle décide à ce moment-là de faire un questionnaire. Il y a un questionnaire en sophranalyse qu'elle a mis au point, qui fait une vingtaine de pages. Donc, il passe toute l'histoire de la personne, mais qui fait aussi du focus sur plein de moments pendant la grossesse, sur des conséquences, comment est la personne, est-ce qu'elle est plutôt extravertie, introvertie, comment elle vit sa sexualité, comment elle vit différents thèmes. Donc, c'est très thématique, c'est très large. Et déjà, quand la personne remplit le questionnaire et qu'on le parcourt avec elle et qu'on le lit, on voit bien, par rapport à ce qu'elle nous raconte, si elle a plutôt traité en 0 ou en 1. Mais ça, c'est le travail que nous, on va faire en tant que thérapeute. Par contre, la personne qui vient en sophranalyse, cette histoire de 0-1, de vécu, de choix, de c'est moi qui suis responsable d'eux, est très 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 loin de son champ de conscience. Donc pour qu'elle puisse le percevoir, qu'est-ce qu'il fallait faire? Et c'est ce qu'elle a fait. C'était non pas travailler comme ça en frontal, dans le verbe, en essayant de réfléchir, j'ai été non désirée, donc qu'est-ce que ça a pu donner? Vous voyez, ça c'est de la cognition, ça c'est du mental. Mais on peut se raconter ce qu'on veut dans le mental. Donc, c'est pour ça qu'elle a creusé ces états modifiés de conscience et qu'elle s'est dit, il faut qu'on passe cette barrière du mental, il faut qu'on aille chercher l'information là où elle se trouve dans la mémoire, mais sans passer par le mental. Donc, on va passer par l'émotion et le corps. Donc, elle propose un protocole qu'elle appelle un protocole de descente, qui est un protocole sophro, mais spécifique, avec un certain nombre de techniques, que je ne vais pas vous citer, mais c'est un protocole avec des techniques qui permettent à la finale de revenir dans l'intra-utérin, donc de se retrouver observateur de soi dans l'intra-utérin. Et dans cette observation dans l'intra-utérin, de retrouver toute cette mémoire et la personne, elle, qui est allongée, comment elle vit ce retour de cette mémoire, cette activation par le corps. Donc, c'est souvent physique. C'est-à-dire que les personnes, quand elles ont fait une séance de sophranalyse, elles disent « je suis fatiguée. J'ai l'impression d'avoir fait un marathon. J'ai mal partout. » D'accord? Parfois, elles restent au sol 15 minutes après avoir fini la séance. Et elles sont encore essoufflées ou en larmes. Donc, ça peut remuer. Mais c'est de la libération de mémoire. Et puis, une fois que j'ai passé et que je reviens, j'ai retrouvé la parole, je me suis calmée, j'ai pris un peu d'eau, un peu de rescue, je vais pouvoir exprimer tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai ressenti. Et là, on va prendre des outils d'analyse transactionnelle pour comprendre ce vécu. Ça, on ne va pas le faire en état modifié de conscience. On va le faire ici, on est en onde alpha, on est en détente. Ici, on est en verbal. On est sorti
du vécu et on va pouvoir donner du sens à travers l'analyse transactionnelle, qui est un outil de thérapie brève. Et elle se rend compte aussi que quand les personnes, elles ont vécu leur voyage, leur naissance, par exemple quand il y a des accidents, imaginons que pendant la grossesse, il y a eu un accident, que la personne connaît ou pas. On peut lui avoir dit, ben, ton grand-père, il est décédé quand j'étais enceinte de 5 mois. Mais parfois, la mère a pu avoir un accident, elle a glissé, elle n'a pas du tout pensé des années plus tard à dire à son fils. Et ce choc a fait une empreinte forte de peur, c'est de ma faute si elle est tombée, si j'étais pas dans son ventre, elle ne serait pas tombée. Vous voyez, tout ça s'est engrammé sans que la personne le sache d'un point de vue historique. Et là, quand elle est en état alpha, comme elle est en état modifié de conscience, quel est l'avantage? C'est que quand on est en état modifié de conscience, la défense psychique qui empêche souvent les souvenirs de remonter, ou la mémoire de s'exprimer, on cherche un nom de quelque chose, on sait, je l'ai sur le bout de la langue, mais j'arrive pas à le trouver. Si je me détends et je respire, je vais le trouver. Parce que mon cerveau s'est détendu, ma défense psychique s'est abaissée, et du coup, l'info est remontée. Ah tiens, voilà le numéro que je cherchais. Ça vous est arrivé. Ça vous arrive à tous. Donc là, l'avantage d'être en monde alpha, c'est de pouvoir passer la barrière psychique, passer le mental et aller chercher directement l'information dans la mémoire du corps. C'est super. Une fois que le corps a parlé, une fois que la mémoire a parlé, il faut que je puisse mettre du sens dans ce que j'ai vécu. Pourquoi je tremblais comme ça? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Quel lien j'ai pu faire entre mon sentiment de vide et la mort de mon jumeau, qui est derrière moi, que je vois, et je vois que je ne peux rien faire, et je vois que nous allons être séparés, et je sens toute l'angoisse de la séparation de ce jumeau, par exemple. C'est très très concret, mais tout ça, il faut que je puisse ensuite l'exprimer. Sauf que les personnes, quand elles ont vécu cela, elles ont vu toutes ces images qu'elles n'attendaient pas. Souvent, les personnes qui viennent en sophroanalyse, ils viennent par dépit. Ils viennent parce qu'elles ont un grand parcours thérapeutique comme Claude et qu'elles n'ont pas réussi à trouver des réponses, mais tout en se disant bon, ça va l'histoire. Il faut s'arrêter quand même. Pas exagérer. Comment mon corps pourrait se souvenir de tout ça? Vous voyez, ils sont assez dubitatifs, les consultants, en fait. Mais ils viennent quand même parce qu'ils disent j'ai envie, j'ai besoin, là ça suffit, ça fait des années que je tourne, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de comprendre, je ne veux plus de ce sentiment de vide. Donc elle se rend compte que la personne, elle a son vécu, elle a eu ses émotions, elle a eu ses sensations corporelles, elle a eu toutes ces images qui sont revenues, toutes ces sensations, et elle n'est pas forcément prête tout de suite à en parler. Donc il y a un petit problème technique. C'était comment passer de le protocole, ça marche, on va dans l'intra-utérin, ça marche, on fait les visus, ça marche. Mais après, le temps que la personne se calme, retrouve ses esprits, etc., c'était compliqué. Donc, elle s'est dit, il faudrait mettre quelque chose ici. Un pont entre je sors de la pratique et je peux exprimer et analyser tout ce qui s'est passé. Et elle a trouvé un très joli pont qui sont les arts plastiques. Donc, dans la sophroanalyse, il y a de la sophro. Il y a l'analyse transactionnelle, qui est l'outil mental pour comprendre ce qui s'est passé, et il y a un médium. Ce qui fait qu'elle commence à proposer à ses clients, ses patients, une fois qu'ils reviennent en état de veille attentive, qu'ils ont fini, se sont calmés corporellement, de poser ce qu'ils ont vécu, mais via des médiums tels que les craies grasses, les crayons de couleur, la terre, le modelage. Elle met plein de scripteurs, plein d'outils à la disposition. Ils ne parlent pas, ils modèlent ce qu'ils ont vu en pâte à modeler ou en terre. Ils font un dessin, ils posent, ils écrivent. Donc, elle les laisse libres. Et elle va avoir une richesse, en fait, de retour d'informations très, très importante, parce qu'en même temps que la personne pose tout cela à travers un médium créatif, mais elle continue à explorer ses images intérieures, ses sensations, ses perceptions. Donc, c'est pas, bien sûr, on ne cherche pas à avoir la beauté de la production artistique ou pas, c'est pas l'objet du bas, c'est juste trouver quelque chose qui me permet de poser, ce sera le médium créatif, et ensuite,
quand j'ai utilisé ce médium créatif, à ce moment-là, je vais le décrire et décrire ce que j'ai écrit ou ce que j'ai peint ou ce que j'ai modelé, vous voyez, au sophro-analyse. Et là, déjà, rien qu'en voyant ma production, il y a du sens complémentaire qui se fait. On prend ce sens complémentaire, on en parle, on laisse la personne s'exprimer librement dans le verbe, ça c'est le retour. Et ensuite, on prend cet outil, l'analyse transactionnelle, où on va, avec lequel on va pouvoir comprendre qu'est-ce qui est remonté à travers une partie spécifique de l'AT qui s'appelle la matrice de scénario. Dans la matrice de scénario, on a ce qui nous a été transmis par nos parents, notre moi parental, notre moi adulte, notre moi enfant. Je vous schématise, hein, c'est juste pour comprendre le propos. Donc là, j'ai ce que m'a transmis, par exemple, ma mère, ici, mon père. Et moi, bien sûr, je me retrouve au confluent, en fait, de ces deux transmissions. Je suis ici. Et donc, tout ce que mes parents m'ont transmis, les permissions, tu as le droit de, hein, ou les non-autorisations, tu ne seras pas plus brillant que moi, mon fils, ou les programmes, tu feras le même métier que moi, tu pérenniseras le nom de la famille, etc. Tout ce qui nous est transmis, en fait, on le collecte dans cette matrice. Donc je suis là, je prends tout, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tout ce qui m'est transmis à ces différents étages, sans rentrer plus dans les détails techniques, hein, mais j'ai tout trié en 0,1. Donc il y a ce qui s'est passé, ce qui a été dit, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai senti, tout ça est là. Ça c'est l'événementiel, mais cet événementiel, je l'ai tout le temps passé en 0,1, et donc la résultante ici, c'est ce que j'en ai fait. C'est pour ça que je ne peux pas accuser, au-delà d'un certain seuil. Bien sûr que si on a été maltraité, on peut accuser ses parents de maltraitance, hein, mais dans une éducation normée, on va dire, où il n'y a pas de toxicité, eh bien, j'ai pris tout ce qu'on m'a transmis depuis le moment où ils se sont rencontrés, depuis le moment où ma première cellule s'est engrammée. J'ai tout trié en mode 0,1 parce que c'est comme ça que je fonctionne mentalement, dès ma première cellule. Et ça a donné ma façon de voir la vie. J'ai senti de la pression par rapport au temps quand je roulais dans le flux liquidien. D'accord ? Le temps. Il n'y a pas beaucoup de temps. Biologiquement, hein, la cellule, elle sait qu'elle doit accélérer parce qu'elle n'a que 7 jours pour arriver plonger. Hein. J'ai plongé et au moment où j'ai plongé, j'ai ressenti une peur immense face à l'inconnu. Et la personne vous dit, ah là 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 là, quand il y a un changement, ne serait-ce qu'un changement d'itinéraire, j'arrive, la rouille est bouchée, ça me déclenche des angoisses. Je fais des crises d'angoisse à chaque fois qu'il y a un changement. J'ai essayé de traiter ça, je suis médiquée, je suis sous de l'anax, etc. Et je ne comprends pas. Quand on remonte dans l'intra-utérin par rapport à cela, et qu'on repasse vraiment par ce mouvement très précis, ce moment où il va falloir plonger, c'est notre première rencontre avec l'inconnu absolu, il faut que je plonge et que je fasse confiance. D'accord ? Eh bien, on a tout notre rapport, notre racine première au changement qui se met en place à ce moment-là. Et donc, quelqu'un qui n'arrive pas à aller dans le changement, qui est paniqué, qui procrastine, qu'est-ce qu'on fait en sophroanalyse ? On va refaire tout le parcours de toute façon, mais nous, déjà en tant que sophroanalyse, on sait que sur cette séance du saut, on va avoir du travail. D'accord ? Et on va faire un focus dessus. Faire un focus, ça veut dire qu'au moment où on arrive là, clac, la personne elle est en état modifié de conscience, elle visualise, elle ressent tout ce qui se passe, la peur, le freinage, le j'y vais pas, la nausée, tout est là. Hein, elle revit tout ça. Comprenez pourquoi c'est par terre.
Si on la met sur une table, on risque de se fracasser. Hein, donc, ok. Et hop, je l'ai vécu, j'ai compris, j'ai fait le lien. J'ai fait le lien déjà corporellement. Après, j'ai dessiné tout ça. Et après, je l'ai verbalisé. Donc ça, c'est la première partie, c'est la partie recherche. On va aller rechercher tous ces éléments dans l'intra-utérin. Alors, on étudie le développement de l'embryogenèse, non pas dans le détail de ce qui se passe chaque jour dans l'intra-utérin, mais les grandes lignes, parce qu'on sait que ces grandes lignes amènent des thématiques de travail. Et ces thématiques, elles sont directement en lien avec l'histoire qu'est en train de nous raconter cette personne sur son vécu, sur ses symptômes, sur son tableau clinique, sur ses difficultés de changement, etc. Tout ça, il faut bien sûr l'étudier. C'est clair pour vous? Donc ça, c'est déjà génial parce qu'on sait comment aller chercher cette info. On sait aussi comment on a traité le sujet, mode 0, mode 1. On a la résultante, le tableau clinique, les mal-être, les malaises psychologiques, physiques, émotionnels, mentaux de la personne. Mais elle ne pouvait pas s'arrêter là. C'est bien de savoir, c'est bien de comprendre, mais est-ce que c'est suffisant pour changer? Non, pas vraiment. D'accord? Donc, elle a eu une deuxième idée extrêmement intéressante, c'est de faire de la réinformation. Donc, je reprends l'exemple de cet œuf qui est poussé par le flux liquidien de la trompe, qui va plonger. Ah, plonger, ça a été horrible pour moi, j'ai eu peur, donc j'ai une problématique face au changement, au choix, qui est terrible, qui peut me donner toutes sortes de crises d'insomnie, de ce que vous voulez. Hein? On refait focus. Donc, on a fait un premier passage de toute la vie intra-utérine et on a identifié tous les moments. Là, je vous parle du démarrage, mais ça peut être à 4 mois, 5 mois, 6 mois, à la naissance. Il peut y avoir des problématiques qui sont posées partout. Toutes les empreintes, elles sont là. Il y a celles que j'ai vécues positivement et qui sont plutôt motrices pour moi, on n'y touchera pas. Et puis, il y a toutes celles qui sont les racines de mes troubles, de mes problèmes. Et là, on va refaire focus. Donc, on revient. État modifié de conscience, sur le petit protocole. Quand on réinforme, c'est le même protocole que quand on descend. On retourne dans l'intra-utérin. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre l'adulte qui consulte ou l'ado qui suit un ado en réinformation de cet œuf. En réinformation, ça veut dire que l'adulte peut aller expliquer certaines choses à l'œuf, ou l'adulte peut autoriser cet œuf à ne pas avoir peur et à sauter avec confiance. Mais l'œuf lui-même ne peut pas se réinformer tout seul. L'œuf, il a juste engrammé tout ce qu'il avait vécu. Il ne peut pas se départir de ça. Mais notre moi adulte, nous adultes qui avons compris ce qui s'est passé, qui avons compris quel mode on avait utilisé, le 0 ou le 1, on va pouvoir réinformer cet œuf pour que s'il avait pris une info en mode 0, il puisse la passer en mode 1. Donc c'est ce qu'on appelle la réinformation. Alors, si on réinforme, c'est bien, mais c'est toujours pas suffisant. Quand mon œuf a été réinformé, ça veut dire que maintenant il peut commencer à regarder les problématiques de changement différemment. Ça ne va pas être radical. C'est une opportunité de changement. Il va falloir ensuite que dans la vie de tous les jours, cet adulte qui est venu consulter se mette dans des situations de vie quotidienne où il se teste et où quand il sent qu'il panique et qu'il n'arrive pas à aller dans une dynamique de changement, il remette son adulte, et ça c'est ce qu'on fait en analyse transactionnelle, aux commandes pour pouvoir rassurer cet enfant et que cet œuf, futur enfant, et qu'il puisse tourner son regard jusqu'à ce qu'il puisse basculer en mode 1. Parfois ça se fait dans la séance même, hein. La bascule est immédiate. Pardon. Parfois, ça nécessite un travail complémentaire que la personne va faire entre deux séances et avec la confrontation avec la réalité, le quotidien. Donc, dans la sophroanalyse, on va pouvoir aller jusque-là, réinformer. Et en réinformant, permettre à la personne de transformer ses symptômes, de les lâcher. Hein, de les transformer, c'est voilà,
j'ai plus cette peur du changement, parce que quand j'aborde un changement, je ne recontacte pas cette ce tout petit en moi qui a eu cette peur panique, cette racine face au changement qui se met en place au moment où je fais mon premier saut dans le vide. C'est clair pour vous? Ce qui fait que les personnes qui ont suivi une sophroanalyse, souvent elles vous disent « j'ai complètement changé ». Alors on peut se dire, ils se rapprochent, ils sont un peu de Marseille, c'est quoi l'histoire? En fait, le complètement, c'est parce que j'étais en mode 0 et j'ai pris un 360, vous voyez, j'ai fait « wow !» Je suis passée en mode 1. Donc oui, j'ai complètement changé. J'ai adopté un regard inverse de celui que j'avais. Et je l'ai engrammé à l'intérieur de moi. Évidemment, ils vous disent j'ai changé complètement. Ça, c'est le sentiment qu'ils vont avoir. Mais surtout, au-delà du j'ai changé complètement, qui est classique, il y a aussi un avant, un après. Parce que par rapport à l'histoire qu'on m'avait racontée, ben, je me rends compte qu'il y avait du faux, du vrai. Ça change souvent les rapports qu'on peut avoir au féminin, au masculin, à travers l'ovule, le spermatozoïde, etc., à travers le roman familial qui dit que mon père m'a jamais désiré, alors qu'en fait il était tout fou, et que du coup je me dis mince, ce serait peut-être bien d'aller réparer cette relation. Ça ouvre aussi plein de mouvements au niveau relationnel qui souvent se sont bloqués très très tôt dans l'intra-utérin et qui ont été confortés bien sûr par le roman familial, qui n'est pas toujours très juste. Pourquoi? Non pas parce que les parents mentent, hein, je ne voudrais pas vous penser ça du tout, mais juste qu'il y a le niveau conscient, et dans le niveau conscient, ben, je raconte dans le roman familial ce qui est conscient pour moi, mais je n'ai pas accès au niveau inconscient qui lui travaille en permanence et qui fomente et qui entretient ce roman familial. Donc c'est juste un décalage de niveau. Pas forcément de la manipulation ou une volonté des parents de cacher telle chose ou de donner une mauvaise image du père ou de la mère. C'est juste que, hein, comme quand je dis, j'ai 3 garçons, oh là là, j'aurais voulu une fille et j'ai encore un garçon. Oui, tu as encore un garçon parce que tu as attiré un garçon, tu as attiré du Y. Mais non, c'est pas possible, je voulais plus que tout avoir une fille. Ça, c'est au niveau conscient. Et cette femme qui vous dit ça, elle le pense vraiment. Elle n'est pas en train de tricher ou de vouloir nous embobiner cette histoire. Elle voulait vraiment une fille. Au niveau inconscient, lui, il a donné d'autres ordres. Et c'est l'inconscient qui domine dans tous ces processus par rapport au conscient. On retrouve énormément de choses, en fait, au niveau de nos pensées, de nos mécanismes de pensée, au niveau de nos croyances limitantes, au niveau de nos comportements, au niveau de nos valeurs, au niveau de nos fondements, au niveau du regard sur le masculin, le féminin, sur l'homme, la femme, sur l'incertitude, sur la culpabilité. Je ne peux pas citer toutes les thématiques qu'on travaille en sophroanalyse, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le début de notre vie, et ce que l'on sait aujourd'hui, et les neurosciences le soulignent fortement, c'est que tout ce qui est vécu pour la première fois, tout le 1, impacte fortement la psyché. Voilà. Parce que c'est du 1. C'est comme, j'utilise une analogie, c'est un champ de neige, notre psyché, et tout d'un coup, tu mets une patte d'éléphant. Si tu survoles, tu ne vois que la patte d'éléphant. Ce n'est qu'une patte d'éléphant. À 1000 mètres d'altitude, ce n'est pas grand-chose, mais c'est cette première empreinte. Il peut avoir ensuite 50 pattes d'éléphant. La première, et celle qui t'a impacté le plus, c'est celle-ci. Le premier jour où je suis allée à l'école, mon premier amoureux, ma première relation sexuelle, mon premier voyage. Tout ce qui est 1 va avoir cet impact très fort sur le reste du champ, quoi qu'il se passe derrière. Et c'est pour ça que la sophroanalyse est très intéressante, parce que la sophroanalyse, elle s'intéresse à quoi? À tous nos 1. Voilà. Et elle nous donne la possibilité de transformer ce 1. Véritablement. En réinformant et en permettant du coup à cet œuf ou à cet embryon ou à ce fœtus de changer le regard avec ce mode binaire, c'est en mode 0 et ses sources de souffrance, de symptômes, etc., de passer en mode 1. Alors que si j'essaye de le faire mentalement,
verbalement, déjà, je n'ai pas accès directement à mes 1, parce que c'est beaucoup trop loin. Hein, quand si je vous dis, là, et votre naissance, tu peux me dire comment ça s'est passé. Je vais dire, allez. Non, vous ne pouvez pas me le dire comme ça. Vous pouvez dire ce que votre mère ou la famille a raconté sur votre naissance. Mais ce que vous, dans votre corps, dans votre émotionnel, dans votre mental, dans votre physique, vous avez ressenti, vous ne pouvez pas le dire. Or, c'est ça qui a été prédominant dans la constitution des bases de votre psychologie et de votre fonctionnement psychologique. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça que la sophroanalyse est extrêmement intéressante, parce qu'elle permet d'aller là où, dans le verbal pur, et sans état modifié de conscience, et sans avoir eu cette idée génialissime de Claude d'aller dans l'intra-utérin, on n'a pas accès, en fait. Et donc, on ne peut pas réinformer. Et donc, on reste souvent avec une problématique qui va avancer un petit peu. Elle, bien sûr, par rapport à sa sensation de vide, tout ce qu'elle a fait, tout le travail psychanalytique, toute la sophro et tout, ça l'aidait. Elle allait moins mal. Mais c'était toujours là. C'est ça qui... c'est aussi, avec tout le travail que j'ai fait, combien de personnes vous recevez qui vous disent, ça fait 20 ans que je travaille sur moi. Alors, ça va mieux, je suis plus sous antidépresseurs, je suis moins crise d'angoisse, mais je ne suis toujours pas bien. Et c'est surtout ce qu'on va entendre en sophroanalyse. Ça fait des années. Et il manque quelque chose. Où est la pièce manquante? Et souvent, la sophroanalyse nous donne la pièce manquante du puzzle. Pour comprendre, c'est déjà bien, mais aussi pour pouvoir transformer. Ça, encore une fois, comprendre, c'est le début du chemin. C'est pas la fin, hein, c'est le début. J'ai compris, donc maintenant je peux agir. Et maintenant, comment j'agis? D'accord, j'ai perdu mon jumeau. J'avais 4 jours, ok, de vie intra-utérine. Je le sais, je suis content intellectuellement, c'est une super découverte, je comprends enfin où est la racine. Mais maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Le sens n'est pas suffisant. Et donc, ce qui est formidable dans la sophroanalyse, c'est que non seulement on a le sens, mais on a la réinformation. Si ça reste juste du sens, ça reste quelque part anecdotique, intellectuellement satisfaisant, mais ça ne changera pas le tableau clinique, ça ne changera pas le mal-être. D'où le fait que souvent les patients, les consultants disent « j'ai totalement changé ». On peut faire de la sophroanalyse avec des adolescents, bien sûr, et avec des enfants. Alors, c'est pas tout à fait, on est toujours en état modifié de conscience, etc. Mais un enfant à partir de 5-6 ans, c'est très intéressant les enfants parce qu'ils sont directement connectés à leur ressenti. Donc, même sans passer par l'état modifié de conscience, oui, mais moi, quand j'étais dans le ventre de maman, eh ben, papy, il est mort et elle a été très, très triste et moi, j'ai beaucoup pleuré. Voilà. Et donc, on peut faire de la réinformation très rapidement avec les enfants, plus les jeunes que les plus âgés, parce qu'ils ont encore ce contact corporel et encore ces images qui sont très présentes. Vous voyez ? Avec les adultes, il faudra faire le chemin complet pour aller rechercher l'info. Mais donc, c'est une technique que l'on peut utiliser avec enfants. Il faut qu'ils aient le verbe, hein. On ne va pas le faire avec un nourrisson, on travaillera autrement avec un tout petit. Mais dès que l'enfant se développe bien verbalement, on peut totalement travailler. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Tu as parlé plusieurs fois de la géminité. Quel est le point de vue justement de la sophroanalyse sur les jumeaux monozygotes et bizygotes? Parce que la symbolique est forte, tu parlais plusieurs fois de on a perdu le jumeau, mais il y a quand même l'ovule dont tu parlais au départ qui décide soit d'avoir un deuxième ovule, soit de se séparer. Donc est-ce qu'il y a un angle particulier à aborder sur, enfin je dis la géminité, mais même les grossesses multiples? Oui. Alors, l'angle, c'est toujours l'angle par rapport au ressenti. Que ce soit un monozygote ou un dizygote, il y a cette sensation d'être deux. Et est-ce que ce deux déjà est conflictuel dès le départ, avec une espèce de course, comme on peut voir dans la trompe, pour moi je suis devant, non c'est moi, non c'est toi, non c'est moi, tu vois, dans ces flux liquidiens. Donc déjà, dans la relation, c'est pas tant l'importance de est-ce qu'on était issu d'une cellule ou de 2 cellules, c'est tout d'un coup 2 œufs qui vont se retrouver dans cette course à la vie. Et comment ça a été vécu? C'est surtout ça qui va être
traiter. Après, parfois, le fait que ce soit monozygote ou dizygote va avoir une incidence, mais pas forcément. Parce que c'est toujours une affaire de comment je me positionne, moi, dans mon mode binaire en tant que cellule. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est toujours personnel. Voilà. Elle, quand son jumeau est parti, ça a été une catastrophe, finalement. Parce qu'elle est rentrée dans la culpabilité, dans pourquoi lui et pas moi, pourquoi moi je vis, pourquoi il est parti, pourquoi je me retrouve toute seule. Mais il y a d'autres personnes qui font de la sophroanalyse et qui ont vécu la même chose que Claude et qui n'ont pas du tout le même ressenti. Ils disent, ah ben super, heureusement qu'il est parti, je suis tout seul. Ouf. Et donc, je n'aurais pas supporté d'être deux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est le ressenti, en fait. Comment j'ai traité le sujet mentalement, émotionnellement, comment je l'ai vécu. C'est ça qu'on va aller travailler. Voilà. Et donc, les incidences sont personnelles chez elle. Elles dépendent beaucoup des structures de personnalité, etc. Oui. Au moment de ce fameux saut, quand Oui. La cellule du saut dans le vide, qu'est-ce qui informe cette cellule de j'ai peur d'y aller ou ok c'est bon je peux sauter, tout va bien, et du coup peur du changement ou acceptation du changement? Qu'est-ce qui informe cette cellule? Alors c'est le tempérament de cette cellule, le tempérament de cet être qui est là. Tu as des tempéraments plutôt fonceurs et tu as des tempéraments plutôt inhibés. Il y a déjà une grande polarité introvertie ou extravertie. On le voit à la naissance, hein. Tu prends un bébé, il vient de naître, on est en salle d'accouchement. La sage-femme, elle te dit, oh, ben, il va être bien tranquille. Hein. Ou elle te dit, oh, ben, c'est un colérique. Ou, tu vois ce que je veux dire, cette tendance de la personnalité, cette tonalité, elle n'est pas là que à la naissance. Elle est déjà là au moment où la première cellule, les deux premières cellules, l'ovule et le spermatozoïde se rencontrent et créent cette première cellule. Et donc, si cette première cellule, sa tendance fondamentale de personnalité, c'est l'introversion et la peur, mais quand j'arrive, déjà je me suis fait rouler dans tous les sens, j'arrive, il faut que je saute, j'ai une paire de lunettes, pour donner une image, qui me freine et qui fait que j'ai peur. C'est pas lié à la vitesse à laquelle je roule ou à Chronos ou autre, c'est lié à moi, comment je vis cela. C'est lié à mon tempérament propre. Et on sait que le tempérament n'est pas génétique. Je m'explique. Si tu as un enfant, tu as une personnalité hystérique et ton compagnon dominant, parce qu'il y en a plusieurs, mais pendant, tu as une hystérique et ton compagnon a une structure obsessionnelle. Donc normalement, ce bébé, il pourrait être que hystérique obsessionnel. Ça, sur les lois de Mendel. C'est pas ce qu'on voit. Alors, toi, tu peux être hystérique et obsessionnel, et le piou-piou qui arrive, il est schizoïde. Donc ça sort. Et je pense que si vous avez des enfants, vous le savez. Quand on les regarde, on sait mais à qui ils ressemblent. Alors physiquement, on sait en général à qui ils ressemblent, c'est assez clair. Génétiquement parlant, tissulairement parlant, mais au niveau du tempérament, combien de clients qui viennent vous voir disent mais moi j'ai l'impression que j'ai rien à voir avec cette famille, quoi. Je sais pas ce que je fais là. Je suis le cygne qui s'est perdu au milieu des canards, quoi. Ou le canard au milieu des cygnes, comme tu veux. Tu vois? Donc, il n'y a pas une génétique, mais il y a le tempérament qu'a cet être en création, et son tempérament lui donne une façon de voir les choses. Plus j'y vais, ou plus j'y vais pas. Plus émotionnel, plus mental, plus physique, moins physique. Ça, on le voit à l'écho. Tu vois un bébé à l'écho, il y a des super gigoteurs, physiquement, hein, ça part dans tous les sens. Putain, ils sont tranquilles, là. Ça gigote à peine. Tu as déjà un tempérament, une expression, même physique, du tempérament. Oui. J'ai du mal à... Est-ce que du coup, vu qu'on fait de l'énergétique, est-ce que c'est ce fameux fil qui s'implante Alors, ce fil donne la possibilité de la vie, de l'arrivée de cette vie, d'accord, au niveau énergétique. Après, qu'est-ce qui fait qu'un être humain a tel tempérament ou tel autre? C'est ça la question. C'est ça en fait, c'est ça, oui, c'est ça la question.
Peut-être mal formulé, pardon. Non, mais en fait, pour répondre à cette question, il faut qu'on aille sur un autre domaine, qui est le domaine de la psychogénéalogie. On arrive dans un arbre. Un arbre, c'est une famille, avec une famille maternelle, une famille paternelle. Tu arrives au confluent de ces deux familles. Tu n'arrives pas par hasard, tu n'arrives pas à n'importe quel moment. Et si on rentre dans la psychogénéalogie, on se rend compte que si toi, tu arrives à cette place dans cet arbre, c'est que cette place pour cette feuille que tu es était vacante, et que l'arbre, je recherche quelqu'un pour aller dans ce poste, a pris parmi tous les bébés qui pouvaient naître à ce moment-là, en fonction des couples ou autres, celui qui avait le tempérament qu'il fallait pour être la bonne feuille au bon poste et avoir donc le tempérament qu'il faut pour reprendre les fonctions et ce qu'il aura à faire dans cet arbre. Parce que quand tu arrives dans la famille, s'il n'y arrive pas comme ça, la cigogne elle est passée, elle a fait plouf, je te dépose, ok, tu y arrives pour des raisons précises que tu ne connais pas, que tu découvres souvent quand tu es ado, adulte, et que tu te demandes qu'est-ce que je fais dans cette schéma-là? C'est quoi ma place à moi? Hein? Et donc là, finalement, la réponse en psychogénéalogie, c'est si tu as le tempérament que tu as ou que ton enfant a, c'est parce que c'était le meilleur candidat, le meilleur profil pour venir à ce moment-là dans cette famille et pour avoir des fonctions comme dans un poste en entreprise qui vont être les tiennes. Et après, toute la difficulté, c'est j'ai des fonctions dans l'arbre et j'ai, moi, avec mon tempérament, ce que j'ai envie d'exprimer. Il faut que ça arrive à pas trop frotter. Et quand ça frotte trop, qu'est-ce qui se passe? La personne, elle rompt avec sa famille. Ils me font suer. Je ne veux plus en entendre parler. Voilà. Hein, terminé, cette histoire. Tu vois? Voilà. Même si on coupe, tu coupes parce que tu ne les vois pas, tu ne vas pas aux anniversaires, tu ne les appelles pas. Mais d'un point de vue énergétique et d'un point de vue de l'arbre, on ne coupe rien du tout. La logique de l'arbre, c'est une feuille part, une feuille arrive, une mort, une naissance. Un poste se libère, il faut remplacer, comme dans une entreprise. Et si tout d'un coup, la feuille, elle s'est dit « Oh, j'en peux plus de ce poste, c'est trop lourd, le dossier, moi je ne peux pas porter tout ça, régler tous les dysfonctionnements de la famille », je fais comme en entreprise, excuse-moi, il n'y aurait pas quelqu'un là qui pourrait venir m'assister, je ne sais pas, une cousine, un oncle, que je lui file une partie du dossier. Tu as le droit aussi, comme dans tout poste, de dire « Maintenant, ça suffit. J'ai rempli le contrat, maintenant, vous me lâchez, je démissionne et trouvez quelqu'un d'autre. » Et l'arbre va remplacer. Donc, on a la réponse dans le transgénérationnel. Dit autrement, chacune d'entre nous est le meilleur candidat qui était disponible au moment où il a fallu ramener une feuille dans l'arbre. Et quand il n'y a pas de candidat disponible, qu'est-ce qu'on fait? On adopte. On va chercher une feuille à l'extérieur qui a le tempérament pour faire le travail parce qu'on n'en avait pas à l'interne. Il en est dans l'adoption. Oui. Même si c'est très personnel les temps de chacun, est-ce que Claude Imbert, dans ta pratique, vous avez pu déterminer, on va dire, comme une moyenne de séances par personne, une grande tendance ou pas du tout, c'est vraiment... Alors, on sait que dans le travail sophroanalytique, surtout si tu as un tableau clinique derrière avec pas mal de dysfonctions physiques, émotionnelles et mentales, il va falloir un peu de temps. Quand j'ai un peu de temps, on est sur 8 à 15 mois. Okay. Ce qui nous situe toujours dans les thérapies brèves. C'est assez court pour un travail psychologique. Parce qu'en fait, il y a ce fameux questionnaire de départ qui donne déjà beaucoup d'indications et sur lequel on va s'appuyer et revenir au fil des séances. Et puis, il y a ce protocole et ce voyage qui est toujours le même en fait. On fait tout le parcours, premier passage, on revient faire focus sur tout ce qu'on a découvert, on réinforme, mais on ne sait pas à quel rythme on va faire le voyage. Parfois, tu as fait la rencontre, le voyage dans les trompes, ça a sauté, tout ça, ça a pris une séance. Et parfois, rien que ça, rien que la rencontre ovules spermatozoïdes, ou le lien entre le moment où les parents se sont rencontrés, le projet de naissance qu'ils avaient pour moi, et le moment où ils me créent physiquement, il peut y avoir déjà 2 séances. Tout dépend de la quantité de matériel qui remonte, tout dépend comment la personne vit cette remontée, parce que parfois il y a des personnes
qui à chaque remontée vont partir en remontée émotionnelle. Donc bien sûr, on fait une technique anti-stress, on calme la personne, un petit protocole pour... mais du coup, ce qui devait prendre d'un point de vue théorique une séance, on prend peut-être 4. Et parfois, ce qui devait en prendre 4, on prend une. Parfois, on traverse plusieurs mois du développement intra-utérin dans une même séance. Pour d'autres personnes, on fera mois par mois, premier mois, parce qu'il se passe des choses. Alors, voilà. 2 séances sur le premier mois, 3 sur le deuxième, parce que mes parents ne savaient pas s'ils voulaient me garder ou pas, donc j'ai une problématique face à je vais avorter, je ne vais pas avorter, donc je ne suis pas désirée, je ne suis pas désirable. Et là, il y a un gros cafouillage de départ, voilà, où l'un est d'accord, l'autre n'est pas d'accord. Et finalement, je suis arrivée à la vie, mais en ayant toute cette incertitude qui a impacté mon développement, qui a fait les premières empreintes, qui m'a fait dire que je n'étais pas aimable, digne d'être aimée, puisqu'on a voulu me faire passer, etc., etc. Donc c'est déjà très chargé. Puis il y en a d'autres, la question ne s'est pas posée. C'est un enfant désiré, hop là, les premiers mois, tranquille, et le grand-père décède à 5 mois. Et c'est là qu'il va falloir passer 4 séances sur le 5e mois. Donc on ne peut pas prévoir à l'avance, même par rapport au roman familial. Il y a le roman familial qui nous dit « Oh là, il s'est passé un gros truc, on y passera certainement plus de temps ». Ça, c'est mental. Mais après, il y a tout ce que la personne va vivre et qui remonte. Et c'est un matériel brut, qui remonte comme ça, par vague. Et du coup, on ne peut pas savoir. Mais en moyenne, on est sur ce genre de timing. Évidemment, moi, tu pourrais nous en dire plus, sans évidemment dévoiler des choses, puisque je pense que ça vient dans la formation, mais sur la réinformation, je suis très curieuse. Comment ça peut se passer? Alors, imaginons, tout à l'heure, on a pris l'exemple du non désiré. Donc, la personne, elle a cette empreinte, elle a vraiment eu l'impression, quand ovule et le spermatozoïde se sont rencontrés, qu'au moins une des 2 cellules n'en voulait pas et que l'autre a un peu forcé la main. Et elle est partie sur, du coup, je suis introvertie, j'arrive pas à prendre ma place, je dis oui à tout le monde, donc je tombe sur des pervers, des harceleurs, voilà, et là je suis en burn-out. Ok? Je suis sur cette racine-là. Maintenant, on veut réinformer. Donc pour réinformer, on remonte toujours au point le plus lointain. Donc là, le point le plus lointain par rapport à cette empreinte, parce qu'on étudie les empreintes. Quand on se forme en sophranalyse, d'accord? Donc, on remonte au moment où l'ovule et le spermatozoïde se rencontrent. Toi, tu vas rentrer dans la visualisation en tant qu'adulte qui s'est miniaturisé pour pouvoir être dans cet espace. Et au moment où il y a cette perception, je ne suis pas digne d'être aimé, je ne sais pas tout ça, tu vas venir verbalement. Donc, dans la visualisation, tu vas prendre cette première cellule avec toi. Si c'est plus tard, ça peut être le fœtus, ça peut être l'embryon, ça peut être OK. Et tu vas expliquer. Tu n'as pas été désiré. Ça, c'est le constat. Ce spermatozoïde, si on rentre dans son énergie, dans ce qu'il dégage, il ne te désirait pas. En mode 0, toi, tu t'es dit, je ne suis pas digne d'être là, je culpabilise et je dirais oui toujours pour ne pas déranger. Je suis effacée, je suis timide et je suis une victime. Maintenant, je veux changer. Je suis en consultation parce que je veux changer. Pour que tu ailles de l'autre côté, on va changer ensemble ce regard. Et on revit le moment. Et finalement, ton regard d'adulte, toi qui es là avec, va être prêté, si je puis dire, à ce moment, à cet instant, à cette rencontre, pour pouvoir regarder différemment. Donc du coup, j'ai plus la même sensation. Ok, mon père, il ne me désirait pas. Ça n'a pas changé. On est d'accord, et je ne cherche pas à le changer. On ne cherche pas à changer les faits. On cherche à changer le regard que l'on a porté. Oui, on change de prisme en fait. Exactement, tu changes de paire de lunettes. Ok. Voilà. Tu changes le prisme. Et en changeant le prisme, tu ne vois plus du tout l'événement de la même manière. Ok, il ne m'a pas désiré. Bon, mais il ne m'a pas désiré. C'est ok. Ça ne m'empêche pas, moi, d'avoir envie d'exister, d'être joyeux, d'être, tu vois. Oui, comme quand on peut revisiter son passé consciemment. Exactement. Exactement. Ouais. Sauf que là, on le fait techniquement, de façon très précise, en refaisant focus sur les moments précis avec l'adulte. Alors, on a aussi un animal
qui est un animal de réassurance qui vient avec toi. On a d'autres éléments qui sont dans le protocole. On a un paysage de détente, on a différents éléments qui permettent de rentrer dans cette réassurance, dans cet espace où finalement, en étant rassuré, en étant enveloppé par tout ça, je peux prendre le risque d'enlever ma paire de lunettes et d'en mettre une autre. Si je ne suis pas aidée, je ne le ferai pas. Ça me fait trop peur. J'ai besoin de tout ça. Vachement intéressant. Et tout ça est dans le protocole. Ouais. Je vous cite quelques petites choses, mais bien sûr, il y a différentes Ok, possibilités. merci. Oui, non, mais c'est intéressant. Donc c'est une vraie réinformation, au sens propre du terme, au sens du Réécriture. changement de paire de lunettes qui me permet de voir. Et comme je suis en mode binaire, c'est toujours la cellule, l'embryon, le fœtus, je ne vais pouvoir voir que l'inverse. Je ne vais pas faire du 0, 1, 0, 2, 0, 4, c'est 0, 1. C'est 1, 0. Mentalement, je ne peux pas faire autre chose. C'est pour ça que les personnes disent j'ai changé complètement. Ben oui, Ouais. j'étais en 0, je suis passée en 1. Oui. Oui, tu vois, poum, j'ai fait un vrai changement en profondeur. C'est pour ça qu'elle l'exprime très très souvent sous cette forme-là. Mais c'est une réalité psychique. J'ai fait un grand saut. Mais cette réinformation ne change pas quand même le caractère de la personne. Parce que j'avais demandé si ça change. Alors, Voilà, parce que voilà. ça ne change pas la structure elle-même parce que notre structure de personnalité, c'est Ouais. notre colonne vertébrale psychologique, mais ça change l'expression de la structure. Ça va mettre un bémol. Tu vois? C'est-à-dire que si tu avais une expression de structure à 10 sur une échelle, la réinformation va te permettre toujours de vivre cette structure, mais tu vas descendre ton curseur à 6 ou à 5. Et à 6 ou à 5, l'expression de ta structure n'est plus la même. Et les conséquences de ta structure ne sont plus les mêmes non plus. Elles ont été patinées, elles ont été adoucies. On pourrait dire, sans dire qu'on a mis un bémol. Par exemple, en gros, si tu es. Parce que j'ai en mémoire pas mal ça me parle beaucoup parce que j'ai plein de personnes dans mon entourage où je me dis ça peut être intéressant. Quelqu'un qui, on va dire, qui était très timide, introverti, etc. Donc en faisant cette analyse-là, enfin cette thérapie-là. On met en place la racine pour qu'il puisse changer. Et tant que tu n'as pas mis la racine, c'est très difficile d'aller dans le changement puisque le 1, psychiquement, va te ramener tout de suite. Donc il restera timide quand bien même ou enfin Alors, comment il restera timide. S'il était timide à 10, Ouais. il va peut-être descendre qu'à 7. Mais déjà entre 10 et 7, son vécu de sa timidité va être différent. Et une fois qu'il est à 7, grâce à ça, on va continuer le travail psychologique pour pouvoir descendre à 5 ou à 4 ou à un niveau suffisant pour pouvoir ensuite décider, mais maintenant, je vais côté extraversion. Et tant qu'on est trop haut, on ne peut que descendre le curseur et ensuite aller de l'autre côté. Parfois, c'est ce qui va se passer. Donc ça a quand même un impact sur la personnalité de la personne. Oui. C'est pour ça que, en gros, pour une famille ou des amis, on peut se dire, vraiment, tu as réellement changé. Enfin, ça peut être... Oui, les gens le disent, l'entourage aussi. Oui, tu as réellement changé. Tu es le même, bien sûr. Oui. T'as toujours... Mais dans tes agissements, dans tes comportements, dans ta façon de penser, donc tu as vraiment changé. Ouais, c'est vachement intéressant. Tout à fait. Et puis j'imagine que ça doit avoir des conséquences sur les situations de vie à venir. Ah ben oui, tu vois plus les choses de la même manière. Imaginons que le roman familial t'a dit que ton père, il voulait pas d'enfant. Toi, tu t'es toujours dit, alors finalement, mon père, il voulait pas de moi. Les hommes, on peut pas compter sur eux pour élever les enfants. Voilà, ça m'a donné déjà une vision de l'homme. J'ai maintenant, je sais pas, 30 ans, je suis en couple, j'ai du mal à faire confiance, j'ai du mal à m'engager, j'ai du mal... Je change cette racine, ma relation dans ce couple-là à 30 ans va bouger, va avoir la possibilité de changer, parce que je vais plus le regarder de la même manière, cet homme, que je vois toujours à travers le prisme du 1, en racine. Tu vois? Alors quand on a un prisme comme ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que si mon prisme c'est qu'on ne peut pas compter sur les hommes, je vais regarder tous les hommes autour de moi comme ça, pour aller vraiment détecter que je ne peux pas compter sur eux. Et je vais vous dire, mais vous voyez bien, je suis encore tombée sur un tocard. Il y a de confirmation. Voilà, je me confirme à moi, c'est parce que mon 1 cherche, vous voyez, à se conforter, à confirmer ce que je pense. Je ne me rends même pas compte que c'est moi qui attire des tocards. C'est moi l'expression. Tu vois?
Donc ça agit vraiment comme un aimant psychique. C'est attractif. Ah ben, c'est hyper attractif. C'est ce que je pense. Si je regarde en pensant que la personne est comme ça avant même de la rencontrer, ben, au niveau relationnel, j'ai déjà instauré une ligne relationnelle qui n'est pas juste et qui ne donne pas la possibilité qu'il se passe autre chose ou que je rencontre quelqu'un d'autre. Je vais aller chercher inconsciemment ce tocard. Ah, pour me dire, voilà, vous voyez bien que j'ai pas de chance. Donc tout le temps sur des tocards. En même temps, sur les sites de rencontres, il y a des tocards. Et voilà. Et toutes mes copines, elles tombent sur des tocards. C'est dingue. Et vous arrivez, vous savez, moi j'ai une copine, elle a rencontré sur un site, et elle s'est mariée, elle est super bien, ça fait 10 ans que ça dure. Oh non. Non, tu plaisantes. Et je ne veux même pas regarder une preuve contraire à mon 1. C'est-à-dire que même si on me l'apporte, même si on le montre, même si on le prouve, mon 1 va redire non, c'est comme ça, c'est des tocards. Tu vois? Donc la personne, elle est piégée. Elle est piégée. Il faut qu'elle puisse changer sa paire de lunettes pour pouvoir regarder les hommes différemment et du coup attirer autre chose que des tocards. Si je résume. Je résume, hein, bien sûr, mais la ligne psychique, elle est là, en fait. Voilà. Donc, à Cassiopée, on propose une formation en sophro-analyse. Moi, j'ai eu la chance d'être formée par Claude, donc je reprends sa formation, ce qu'elle m'a transmis. J'ai un petit peu synthétisé parce que Claude délayait beaucoup. Moi, j'ai plutôt tendance à synthétiser, mais... Combien de temps elle dure? Elle dure 6 jours, la formation. 5 jours, pardon. D'accord. Okay, 5 jours. Okay. Pour faire tout le parcours intra-utérin et la réinformation. Et après, pour les personnes qui veulent aller plus loin, il y a un perfectionnement sur 3 jours où on rajoute, en plus du travail sophro-analytique, le travail avec les enfants, qu'on n'a pas le temps de voir sur les 5 premiers jours, les empreintes placentaires, qui sont aussi des recherches qui ont été menées après les travaux de Claude Imbert, qui sont très intéressantes, mais qui ne sont pas issues de la sophroanalyse, la base de Claude. Et on va travailler sur la notion de pardon, comment arriver jusqu'à cette notion psychologique. Le pardon en psycho n'a rien à voir avec l'ésotérisme ou la religion, hein, c'est accepter l'inacceptable. Et comment je vais utiliser cet accepter l'inacceptable au niveau psychologique et dans la réinformation pour pouvoir faire les transformations. Donc c'est le complément. Mais avec les 5 jours, on exerce déjà, en plus d'un métier tel que sophro, relation d'aide ou hypno, un métier de base d'accompagnement. Parce qu'on ne va pas voir dans cette formation la posture thérapeutique, vous voyez, non. On s'adresse à des personnes qui sont déjà formées ou en cours de formation, un métier de base de l'aide à la personne. Parce qu'on va vraiment rentrer directement dans le travail de Claude et pas dans les fondamentaux qu'on peut voir en première année de sophro, d'hypnose, de relation d'aide ou d'autres. Ça, c'est intégré. Les personnes qui sont en salle sont soit déjà thérapeutes, soit en train de finir un cursus, soit voilà.